bananga baza bitinda baza bangulu ya Kagame Paul oyo atindaka bango oyo azwa bango lokola basali. Bon, lelo soki na esika ya likolo état entre état to signer accord oyo mokonzi ya mboka azali kosenga ngonga nyonso Kagame esengeli tovanda nde na mesa na Kagame ayebisa biso eloko nini aza koluka na Congo tina nini akokombaka bana na Congo toyeba ayebisa biso mpe devant témoin, c'est-à-dire mokili mobimba bayoka eloko Kagame akolukaka na Congo mpe batiaki na mesa wana makambo ya alobaki alongi te ezalaki mpona ezalaki aza lokola témoin esika na toyepa aza na kati ya baccord balobi ye pa kosigné soki Tshisekedi asigné ye pa kosigné baccord eza biteni mibale eza na baccord ya principe par exemple oyo tootaki kosigné mpo baprincipe eza yango nde elakisaka nzela epesaka nzela elakisaka nzela Rwanda se asigné yango ministre affaires étrangères nango asigné oyo ya biso mpe Mama Kaikwamba asigné yango eza ya mutu ya pesa victoire monene mpo Rwanda andimi ya solo ke azobundisa Congo eza condition États-Unis andimi ya solo ete frontière ya Congo akotosa yango akoki jamais akolanda akokota su na Congo te akorespecte frontière wana akolongola bamapinga na ye baza na kati ya Congo asigné yango. Alors, na nsima na yango nde baaccord de partenariat oyo États-Unis d'Amérique akosigné na Congo mpona exploitation ya nkita to minere oyo ya mboka na biso oyo ezali propriété ya biso bakongolais. Rwanda aza na minere te nde États-Unis akosigné na biso na Congo accord wana oyo eza kotia na mesa 500 milliards de dollars pour 15 ans. Si mon ami sur les États-Unis pour liga que vous signez pas comme dans Rwanda, la maïma tali bango. Mais États-Unis ça motif bango était bango va na minéralité. Parce que obéle société de service. Bango ça na moi ba service oyo bango ko memela ba tout na carte Afrique, les même ba na Congo que ba comme ba na avion, bango ko exploiter gaz ndenge accord ya CPGL elengeli wana eza na problème te ya mutu ya oyo victoire oyo bakoba na Congo esengeli baganga badenda eza ya koloba na moya lelo Rwanda asi adimi devant ba témoin que akokotaka lisusu na Congo te makanisi nyonso maso azali nango ya koloba ete etendi ya Congo ezaka bango ba Rwandais oboye na boye nyonso wana abuo pia totondi yo matondo mingi atondi yo bototo. Je le dis encore à tout le monde. Merci. Merci vraiment. Je remercie la balkanisation a déjà été évoquée en avance. Donc nous savons ce que c'est. Tout ce que je peux ajouter, c'est que la balkanisation peut venir sous deux formes distinctes. D'abord, elle peut venir comme un émiettement, effectivement, du territoire national, qui se divise en plusieurs morceaux, ou en des petits États autonomes. Mais ça peut être sur la volonté des peuples, des citoyens eux-mêmes, pour une certaine réorganisation de leur cité. C'est le cas que nous avons vécu, on est passé de 11 provinces en 4, tout ça, donc ça peut prendre cette forme. Mais la balkanisation est aussi une confiscation brutale de votre territoire par des forces étrangères qui sont venues occuper vos territoires et au finish, ils prétendent que nous avons des revendications et ceci, et nous ne saurons pas cohabiter avec cela et vous arrivez à la division qui est aussi la deuxième forme de la balkanisation. Nous avons vu ça lors de la sécession catangaise et sécession kassaïenne, parce que des personnalités congolaises ont été utilisées pour porter la volonté de l'homme blanc qui lui avait derrière lui son idée, il faut
un État grand comme la RDC, il faut la diviser en petits États sécessionnistes pour qu'on puisse effectivement balkaniser. La balkanisation, donc, ne date pas d'aujourd'hui, ni de l'Est du pays. C'est déjà au lendemain de la proclamation de notre indépendance. Vous avez vu ces sécessions-là avec Tchombe et tout ça, c'est en 60 même. Nous venions à peine de prendre l'indépendance et les projets de balkanisation ont commencé. Donc, l'homme n'a jamais quitté ce rêve-là de diviser ce pays un jour et de le devenir. Alors, comme nous avons constaté que des fils du pays manipulés et instrumentalisés avaient servi de propre volonté et convoitise et cupidité des puissances étrangères, vous comprenez que, c'est-à-dire que nous pouvons être nous-mêmes Congolais, par cupidité ou par stupidité, des artisans de notre propre démembrement non désiré. Et ça, c'est à travers les conflits de communauté, à travers des conflits de territoire. Donc nous avons toujours des raisons qui parfois nous sont imposées, mais juste pour nous diviser et permettre cet esprit de balkanisation, à cet esprit de balkanisation de se formaliser. Alors, mais tu sais, nous savons que la situation dans sa globalité, il y a deux positions en fait, contradictoires. Pour les puissances extérieures et tous nos voisins, le Congo doit être démembré. Ça, c'est à l'unanimité. Tous nos voisins, toutes les puissances étrangères, pour eux, le Congo ne peut pas être dirigé à cette dimension-là. Donc, il faut des petits États qui seront moins forts que le Congo et que l'on peut dominer aisément. Mais pour la majorité des Congolais, la balkanisation du Congo serait un sacrilège inacceptable. Nous avons maintenu le langage de l'unité. Depuis Kasavubu, depuis Mobutu, tous nos présidents ont porté, peut-être pas l'avant-dernier qui faisait de manière un peu voilée, mais tous nos présidents ont porté le slogan de l'unité de ce pays et de l'intégrité territoriale de ce pays. Donc, de ce côté-là, nous sommes dans le bon. C'est ainsi que pour éviter la balkanisation, ici nous avons pris des personnes cibles pour des institutions, donc la population et les institutions. Qu'est-ce que chacun doit faire? Parce que tout est déjà dit, nous connaissons la balkanisation, nous connaissons son mal. C'est en fait nous émietter et pour mieux nous diriger, nous maîtriser. Qu'est-ce que la population doit faire? La population doit surtout éviter certains comportements. Parce que ce sont ces comportements qui forgent cette tendance à dire non, moi je préfère me retirer ou rester dans mon coin, ainsi de suite. Donc la population doit d'abord éviter toute discrimination dans nos provinces, territoires, localités, villages, jusqu'aux petites entités comme les chevaux. Deuxième aspect, ils doivent éviter de se considérer propriétaires de son espace de vie, parce que cet espace appartient à tous les Congolais. Donc si tu es au Congo parce que tu habites Lubumbashi ou que tu habites Kikwit, ne considère pas que tu as l'exclusivité d'habiter Kikwit. Quelqu'un d'autre peut venir aussi habiter et doit se sentir en sécurité parce que c'est ça ce que nos textes prônent. Il faut aussi éviter de se laisser manipuler justement par les pays qui convoitent les richesses, à l'image de ces sécessions dont je viens de parler. L'homme blanc est toujours là pour vous dire, mais tu sais, toi tel que tu es là, si tu déclares ceci et que tu prends cette entité-là, nous on va coopérer avec toi, tu vas aller là. C'est l'idée qu'ils amènent. Ça veut dire séduire pour que vous fassiez du tort à votre propre État. Malheureusement, des gens tombent dans le piège. Ce que nous avons comme terre à l'Est, nous savons tous et nous l'avons plusieurs fois dit dans cet espace, il y a des commanditaires
malgré que nous savons que voilà, il y a un responsable d'exécution, mais les commanditaires existent, qui rachètent le minerai, qui sont des receleurs en fait, mais qui soutiennent et qui arment le Rwanda. Donc, et puis le quatrième aspect, la population doit éviter à tout prix des conflits entre communautés qui fragilisent l'unité du pays. Les conflits entre communautés, c'est toujours un poison. Il y a quelqu'un qui vient, qui vous raconte quelque chose. Le cas avec nos frères rwandais qui tentaient de venir balkaniser de force de notre pays. Quand ils arrivaient quelque part, parce que c'était généralement des éleveurs et tout ça, ils vous disent non, nous on n'a pas de problème avec vous, nous venons nous installer juste pour avoir accès au pâturage que vous avez ici, pour nourrir nos bêtes. Au départ, ils apparaissent vraiment calmes, gentils, non problématiques, mais c'est au fur et à mesure qu'ils vont commencer à influencer les dirigeants de votre pays, en sémant un peu le poison de la division. Non, hier nous avons parlé avec tel, apparemment, il ne t'aime pas beaucoup. Il dirait qu'il voudrait te remplacer ou pardon. Il raconte des trucs comme ça, si bien que toi tu te dis, celui-là, mais j'ai tout fait pour lui, comment il peut être ça? Et vous vous battez, eux ils sont spectateurs. Et ils savent que quand tu vas éliminer celui-là, eux maintenant ils vont commencer à te faire des petits cadeaux, et puis tu vas commencer à céder à leurs demandes, et puis finalement ils auront un petit point où ils sont tout seuls, ils ne veulent pas se mélanger aux autres. Et tout ça c'est déjà une façon de diviser les communautés. Alors, nous avons dit que nous devions voir le rôle de la population pour empêcher la balkanisation. Nous avons donné un peu de critères. Ce sont des choses simples que nous devons bannir de notre façon de vivre. Mais il y a aussi les institutions du pays. Les institutions, quant à elles, doivent aussi agir. Et qu'est-ce qu'elles doivent faire en priorité? Construire une réelle puissance intellectuelle, économique et militaire. C'est sur ces trois facettes essentiellement qu'on doit porter nos efforts. On parle de la puissance intellectuelle parce que vous verrez plus loin que si nous formons beaucoup d'intellectuels, nous créons des lieux de valorisation de l'intelligence congolaise. Nous aurons une certaine qualité d'homme qui sera profitable au pays. Ça veut dire qu'il faut mettre en action un mode de gouvernement de pays hyper efficace. Il nous faut mieux et très bien nous organiser en planifiant chacune de nos actions politiques en suivant trois démarches prioritaires ci-après. La première démarche, c'est la mise en place des plus nombreuses structures de qualification. Les structures de qualification, ça peut être des centres de formation, ça peut être des écoles, genre cycle court, où l'on fait les métiers. Donc, on multiplie ces structures de qualification et de production et de valorisation efficace des intelligences congolaises. Donc, il ne faut pas tout attendre de l'extérieur. Nous devons chercher à faire que le citoyen congolais arrive à fabriquer de la tomate en concentré. Ici, dans notre pays, avec... C'est déjà explicité. Je vais passer à autre chose parce que c'est vraiment nécessaire avant d'entrer dans les débats, de définir des concepts opérationnels. Des concepts opérationnels, c'est ce qui fait voir même la particularité de ce qu'on appelle les analystes politiques. Parce qu'en soi, les analystes politiques, ce n'est pas tous les politiciens qui sont analystes politiques. Non. Les analystes politiques sont ceux qui ont fait parfois les sciences du pouvoir. Lorsqu'on parle des sciences du pouvoir, on voit l'économie, sociologie, relations internationales, les sciences politiques. En dehors de cela, on peut ajouter analystes politiques, tous qui ont été dans la politique active pendant très longtemps, qui maîtrisent. Donc, pendant cette périodicité, cela leur donne l'attitude de maîtriser les concepts opérationnels
de maîtriser le fonctionnement des institutions, d'avoir même la connaissance sur l'histoire politique. Donc cela se présente comme des outils qui permettent à ce que les gens puissent faire des analyses. Pour dire que sans la maîtrise des concepts opérationnels, c'est difficile de faire des analyses approfondies. J'attaque directement parce que le fédéralisme a été défini et l'unitarisme. Je parle directement au niveau de la décentralisation. La décentralisation est un système politique où la forme d'État qui permet à ce que le pouvoir central puisse léguer le pouvoir, une partie de son pouvoir aux entités territoriales décentralisées, ce qu'on appelle les ETD, l'approche des ETD. En cédant une partie de son pouvoir, ces entités territoriales décentralisées, ils ont l'autonomie de gestion et ils ont une personnalité juridique. À ce qui concerne notre pays, c'est ça la définition de la décentralisation. À ce qui concerne notre pays, parce que dans notre sous-thème, qui est la décentralisation politique dans la Constitution du 18 février 2006, antichambre de la balkanisation, nous parlons de la décentralisation dans la Constitution. Parce que donc, cela signifie que nous devons localiser la décentralisation dans notre Constitution et voir les différents aspects qui prônent cette décentralisation dans notre Constitution. Nous allons voir que dans notre Constitution, dans l'article 3 de notre Constitution, première, deuxième, troisième alinéa, ça nous donne les indices de la décentralisation. D'abord, ça nous typifie quelles sont les entités territoriales décentralisées par rapport à notre Constitution. Notre Constitution reconnaît comme les entités territoriales décentralisées. Il y a d'abord la commune, qui est une entité territoriale décentralisée. Il y a la ville, il y a la commune, il y a la chefferie, et puis il y a la chefferie, oui, qui sont des entités territoriales décentralisées. Comme nous reconnaissons que ce sont des entités territoriales décentralisées, donc ce sont ces entités qui ont la personnalité juridique et qui ont l'autonomie de gestion. L'autonomie donc financière, l'autonomie financière, l'autonomie de personnel, donc l'autonomie humaine et l'autonomie voire même technique. Cela est donné aux entités territoriales décentralisées. Et une autre particularité dans notre décentralisation au niveau de l'article 175 de notre Constitution, c'est là où c'est loge le diable, il y a une particularité dans notre décentralisation. Le pouvoir central gagne donc les entités territoriales décentralisées à leur niveau, qui sont gérées par des provinces, gagnent les 40%. Les 40% sont retenus au niveau provincial et les 60% restants c'est réparti comme suite. Les 50% revient au pouvoir central qui est géré au niveau du pouvoir central. Les 10%, on appelle ça, le 10% c'est envoyé au niveau du pouvoir central, mais les 10% servent de la caisse de la péréquation. Pourquoi une caisse de péréquation? Parce que vous allez voir dans les différentes provinces, le 26 que nous avons, où au niveau des entités territoriales décentralisées, nous n'avons pas le même établi, nous n'avons pas les mêmes ressources. Pour question de l'égalité, pour chercher un peu de faire une répartition égale, parce que tel que la province de Katanga et Congo central, vous ne pouvez pas comparer cela avec la province de Kwilu, par exemple, ou des provinces telles que, je vais citer Kwang et autres. Donc, il y a des provinces qui ont beaucoup de ressources, Katanga, et il y a des provinces telles que la province de Congo central qui a beaucoup de ressources. Parce que même Katanga, tel qu'il est réparti avec ce niveau de coupage, vous allez voir toujours dans ces découpages, ces niveaux provinces, ces petites provinces,
ont plus de ressources que d'autres provinces. Raison pour laquelle, pour créer l'équilibre, on prend le 10% qui servent de la caisse de la péréquation. Il y avait une discussion, parce que notre constitution a été légiférée en 2006, mais en 2007, il y avait une réunion entre les provinces où on devait discuter s'il fallait adopter l'option de la retenue à la source des ressources, des ressources financières revenues des taxes ou des impôts. Est-ce qu'il fallait, cela devait être retenu au niveau des entités territoriales décentralisées, cela devait être retenu au niveau des provinces où on devait d'abord renvoyer au niveau du pouvoir central et au niveau central on peut rétrocéder. Après cette discussion, ce qui a été retenu, c'était la rétrocession quand même. On mobilise des fonds, même au niveau des provinces, on déverse les coûts au niveau du pouvoir central et le pouvoir central à son tour va rétrocéder les 40% au niveau des provinces. Les 10% sera gardé pour être réparti et voir là où les provinces qui n'ont pas beaucoup de ressources pour ouvrir un peu pour créer cet équilibre. Je disais, c'est là où c'est loge le diable. Pourquoi? Parce que les législateurs, c'est une raison de plus d'ailleurs qui nous motive à dire que cette constitution doit être révisée. Parce qu'il y avait une intelligence quelque part qui voulait mettre en conflit les entités territoriales décentralisées et le pouvoir central. Comment? Parce que notre pays, s'il faut rappeler, la RDC est 80 fois plus que la Belgique, c'est 5 fois plus que la France, c'est 90 fois plus que le Rwanda. Pour dire que c'est un sous-continent. En principe, à la taille de notre pays, on devait avoir un budget pour au moins qu'on puisse avoir ce ouf de soulagement. On devait avoir un budget approximatif de 200 ou 300 milliards de dollars. Mais avec le budget que nous avons de 16, de 17 milliards, voire même 20 milliards de dollars, c'est insuffisant. Alors, mobiliser les fonds au niveau des provinces, déverser cela au niveau du pouvoir central, le pouvoir central qui a l'agenda public vraiment très vaste, qui a beaucoup de priorités, beaucoup des exigences, de verser tout au niveau du pouvoir central et attendre à ce que le pouvoir central puisse rétrocéder, cela évoque à ce que vous soumettez à conflit parce que le pouvoir central ne sera pas souple de rétrocéder. C'est l'une des raisons. Les législateurs connaissant cela, c'est parmi les pièges. Autre piège, par rapport aux entités territoriales décentralisées, il y a un problème. Le Cordon avait évoqué un élément. Le législateur, avant de doter voire même la forme d'État, on tient compte à beaucoup de paramètres. La culture, l'histoire et autres. Les gens ont observé à ce que, au niveau du pouvoir central, les entités territoriales décentralisées, les entités territoriales décentralisées ou les provinces, comme ils ont l'autonomie de gestion, comme ils ont la personnalité juridique, donc ils ont une grande partie du pouvoir. S'ils décident, comme les chefs de l'État ou le pouvoir central est géré par le chef de l'État et qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, ils décident, mais en décidant, ils réservent ce qu'on appelle en politique le droit de regard au pouvoir central. Et généralement, on réserve une copie au chef de l'État, transmis copie pour information au chef de l'État. Bien que ça, on réserve l'information, la décision a été déjà prise avec beaucoup de correspondances qui sont déversées au niveau du pouvoir central. Cela engage l'inattention du pouvoir central parfois de suivre les détails. Entre-temps, les entités territoriales décentralisées ou les provinces avancent un peu plus loin avec leurs décisions. Je vais vous donner l'exemple un peu typique. Par exemple, au niveau du ministère de la fonction publique. Qu'est-ce qui se passe? Le cabinet reçoit plus ou moins 200 dossiers par jour, 200 courriers. Et dans les 200 dossiers, le cabinet
a la capacité de traiter par exemple 20 ou 25 dossiers par jour. Ce qui fait, sur les 200, si on fait moins le 25, vous allez voir. Et c'est curieusement, les dossiers ne sont pas traités par ordre d'arrivée. Les dossiers sont traités par ordre de priorité ou par clientélisme, souvent. Et le reste des dossiers restent dans les cabinets. Le jour suivant, d'autres dossiers vont venir. Pour dire que le reste des dossiers, si vous consommez un mois, le reste des dossiers sera jeté dans le papyrus. Et ça ne sera pas traité. Pour dire que les transmis copies pour information venant des entités territoriales décentralisées ou des provinces, souvent souffrent de l'inattention du pouvoir central. Cela échappe. Et une autre chose, les entités territoriales décentralisées au niveau de province, ça permet à ce que les entités territoriales décentralisées ou les provinces puissent se rapprocher plus avec les administrés. Et les administrés à leur tour, donc il y a un climat de confiance. Et il y a une forte adhésion, donc il légitime les entités. Une fois il y a conflit entre les entités territoriales décentralisées et le pouvoir central, directement, les entités territoriales décentralisées peuvent chercher à déclarer leur indépendance, en disant que non, nous déversons l'argent au niveau du central, cela ne pas rétrocéder. Or, nous organisons mieux, nous mobilisons mieux, nous voulons que nous puissions être indépendants. C'est à ce moment ça peut amener à cet éclatement. Du coup, je voulais aussi expliquer les jeux de mots qui résident entre décentralisation, fédéralisme, pouvoir unitaire décentralisé, fédéralisme et balkanisation. Parce que quelqu'un peut dire, mais nous parlons de la constitution par de l'État unitaire fortement décentralisé. Les autres proposent le fédéralisme. Mais où est le rapport entre ça et la balkanisation? Je vais expliquer ceci. C'est juste un jeu de mots. Je commence d'abord par expliquer un peu la balkanisation pour revenir à expliquer les liens ou la mutation, comment est-ce que nous pouvons quitter de la décentralisation à la balkanisation, parce que cela nécessite d'être démonté, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. La balkanisation en soi, c'est un vice. La balkanisation, c'est comme la dictature. Donc, pour dire que s'il y a des politiciens qui veulent, qui sont en train de réfléchir pour balkaniser un État, ils ne vont pas passer à la télé pour dire que non, nous voulons balkaniser le pays. Pareil, un dictateur ne peut pas dire, un pouvoir dictatorial ne peut pas dire que nous sommes des dictateurs, c'est un vice. On cherche toujours à faire le jeu de mots pour cacher un peu cette idée machiavélique. La balkanisation, c'est un vice. On venait d'évoquer, de par ses origines, Fermana avait expliqué, ça tire son origine du Balkan. Il y avait des États qui s'étaient émiettés, qui s'étaient fragmentés. Là, c'était déjà mis au 19e siècle. Et à nos jours, ceux qui prônent la balkanisation, par définition d'abord la balkanisation, c'est un système où on cherche à atomiser un pouvoir à des micro-États, avec l'idée de fragiliser. Donc, pour effacer totalement cette unité. Et par rapport à cette mutation, allant de la balkanisation, de la décentralisation, pour aller à la balkanisation, ceux qui cherchent la balkanisation d'un État, ils veulent aller dans ces voyages, dans ces processus, ils veulent aller progressivement. D'abord, vous allez voir au niveau de la décentralisation,
il y a une partie de pouvoir qui est cédée aux entités territoriales décentralisées. Ils ont la personnalité juridique, ils ont l'autonomie de gestion. Mais ceux qui ont mis en place dans la Constitution de 2006 pour chercher à fragmenter, ils ont compris que bien qu'il y a l'État unitaire fortement décentralisé, mais cela ne leur permet pas toujours d'arriver à la balkanisation. Sur ce, ils veulent encore aller plus loin que ça. Parce que quitter de la décentralisation, au niveau du fédéralisme, cela est plus que l'État unitaire fortement décentralisé. Parce qu'au niveau du fédéralisme, vous allez voir, ça, ce ne sont pas des entités territoriales décentralisées, mais ce sont des États. Tel qu'au niveau aux États-Unis toujours, parce qu'il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, qui ont des États, qui ont des formes d'États fédérés. Nigeria aussi, oui. Vous allez voir que, tel qu'aux États-Unis, il y a des États qui prônent l'assistance des démunis qui n'ont pas des avocats, par exemple la Floride, mais d'autres États, les législateurs n'ont pas prévu. Donc, ils ont trouvé qu'au niveau de la décentralisation, ça ne permet pas de limiter. Ils veulent que nous puissions aller plus loin que ça. Que nous puissions aller au niveau du fédéralisme, parce qu'au niveau du fédéralisme, il y a plus d'autonomie, on renforce plus le pouvoir à ces États-là. Comme ça, ça peut nous permettre, dès qu'il y a conflit, on peut chercher comment faire éclater. Je n'étais pas en train de donner un cours d'histoire, j'ai beaucoup navigué dans les théories. Je dois revenir. Pour atterrir, je dois revenir dans l'actualité pour évoquer des faits actuels qui démontrent assez qu'il y a une machine de la balkanisation qui est presque à son éclatement. Bientôt là, il y a Olivier Kamitat. C'était le 16 avril, je pense, où il s'est exprimé. Le 16 mars, oui, il a demandé à ce que nous puissions revenir, nous puissions aller vers l'État fédéral. Et dans cet État fédéral, il propose que nous puissions avoir 5 États et 5 provinces, d'après lui 5 grandes provinces, et qui auront une forte autonomie de gestion et une personnalité juridique. En politique, pour bien faire des analyses, parfois il faut lire des personnes, il faut comprendre la motivation des personnes, le système, et comprendre peut-être l'histoire aussi de la personne ou de son entourage. Donc comprendre la personne avec ses motivations. Si vous commencez déjà à lire Olivier Kamitat, vous avez presque toutes les réponses dans ces questions que nous sommes en train de poser. La parole sort d'Olivier Kamitat, mais qui est Olivier Kamitat? Qu'est-ce qu'il a fait dans son parcours? Qui est à côté d'Olivier Kamitat? Il travaille actuellement avec qui? Ça donne toutes les réponses. Je révèle qu'Olivier Kamitat, de par sa nature, il a toujours été versatile. S'il faut rappeler, à une période, Olivier Kamitat, il y avait Jean-Pierre Bemba qui était en rébellion. Nous connaissons tous Jean-Pierre Bemba. Et le papa de Jean-Pierre Bemba, Jeannot Bemba, a délégué Olivier Kamitat pour aller joindre Jean-Pierre Bemba pour lui calmer, chercher un peu de se retirer dans la rébellion. Parce qu'elle savait bien qu'Olivier Kamitat était ami à Jean-Pierre Bemba depuis l'enfance. On a pris Olivier Kamitat, on a envoyé Olivier Kamitat pour aller voir Jean-Pierre Bemba pour lui prouver. Curieusement, Jean-Pierre Bemba s'associe à Olivier Kamitat s'associe à Jean-Pierre Bemba pour faire la rébellion. Pour dire que c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Jean-Pierre Bemba revient au pouvoir 1+4 avec cette confrontation qu'avait eu avec Joseph Kabila. Jean-Pierre Bemba est allé à la CPI. C'est Olivier Kamitat qu'on a utilisé pour aller encore charger Jean-Pierre Bemba. Or, c'est lui qui était ami à Jean-Pierre Bemba. Il a accompagné Jean-Pierre Bemba pour venir jusqu'ici. Donc, il a toujours été versatile dans ses prises de position. Et actuellement, Jean-Pierre Bemba et Olivier Kamitat, il est le porte-parole de Moïse Katumbi. Or, Moïse Katumbi, déjà,
en 2009, il a tenté, il a participé à cette tentative d'aller au fédéralisme. Il est au cours d'une réunion avec des différentes provinces, il a soulevé à ce que la rétrocession ne venait pas comme souhaité et il voulait conditionner, voire même pour voyage pour aller à Katanga, même si tu es allé, nous sommes allés en RDC, pour aller à Katanga, il voulait soumettre à ce qu'on puisse avoir des formalités administratives du genre visa, autorisation et tout ça. Cela a été décrié et il s'est retiré quand même par rapport à ça. Donc il voulait alimenter le conflit pour chercher l'éclatement. Or, lorsque nous voyons le capital à côté de qui ça, je venais parler de Moïse Katumbi. Nous comprenons directement ça vient de Moïse Katumbi. Et c'est même Olivier Kamitatu qui avait nous annoncé l'arrivée de Kabila. Il a dit qu'il va venir dans la partie ouest de la République. Est-ce que si tu veux rentrer dans ton pays, on doit localiser dans quelle partie tu dois réellement revenir? Parce que tu es à l'extérieur, on va dire directement qu'il va revenir dans son pays, ou va revenir en RDC. Pourquoi commencer à localiser à l'est, à l'ouest? Donc c'est déjà avec l'idée de séparer, c'est déjà avec l'idée de partager. Donc c'était un peu ça notre exposé. Et les autres détails viendront pendant le temps d'échange. Je dis et je vous remercie.